20 ce matin, nous sommes en direct avec Didier Van Kovlart. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain, romancier. Vous avez pris récemment la défense des librairies résistantes pendant le confinement et vous avez sorti ce livre, L'inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. Alors, largement inspiré forcément du virus. On en parlera dans quelques instants. Patrick Roger est avec nous ce matin. Oui, on va parler effectivement de votre initiative. Vous avez écrit au président de la République. Oui. Pour lui dire, attendez, une longue lettre ouverte publiée dans. J'invite tous les auditeurs, j'invite tous les auditeurs à la lire. Elle sera sur notre site internet, bien sûr aussi après votre interview ce matin, parce que vous dites voilà où on va, qu'est-ce qui se passe sur est-ce qu'il y a vraiment des risques d'aggravation, enfin vous lui posez tout un tas de questions, et puis donc vous avez pris la défense, notamment parmi les petits commerces, des libraires. La grande question, c'est est-ce que vraiment notre culture n'est pas essentielle? Classer les librairies en commerce non essentiel, donc les empêcher d'assumer leur rôle, leur lien social, c'est ça qui est très important. Ouais. C'est pourquoi je me suis engagé auprès de la librairie de Cannes. Je trouve que je suis le parrain de cette librairie depuis son ouverture. Il n'y avait pas de librairie indépendante à Cannes. Elle a réussi. C'est un tel succès qu'elle a dû changer de lieu il y a 3 ans pour faire plus grand, avec un restaurant aussi pour accueillir les auteurs qui viennent présenter leurs livres. Et pendant le premier confinement, elle a fait la livraison à domicile. Et là, elle a découvert ce lien extraordinaire. C'est pas comme livrer une pizza à domicile, où on signe et on repart. Là, c'est cet échange, les conseils de lecture, les coups de cœur qu'on partage, les interrogations dont on peut trouver des réponses dans les livres, et puis simplement cette discussion, avoir l'impression que on est autre chose qu'un cas contact, un porteur sain ou non, voilà, un être humain, quoi. Et ce lien culturel, alors là, je l'ai vraiment entendu, c'est pas que des propos rapportés. Lorsque je suis allé présenter L'inconnu du 17 mars, avant le reconfinement, dans la librairie, évidemment, il y avait une demi-jauge imposée par les règles sanitaires, donc beaucoup de gens n'avaient pas pu venir, et les lecteurs, les clients de cette librairie m'ont parlé de combien ça avait enchanté leur confinement d'avoir ce lien-là. Pour certains, ils ont dit ça nous a sauvés de la solitude, de la dépression et tout. Quand je suis sorti, plein de gens attendaient dehors, qui n'avaient pas pu rentrer pour faire signer le livre, et me dire ça, me dire notre libraire nous a sauvés. Je veux dire, c'est alors lorsque il y a le reconfinement. Et Florence Kammerman, la libraire, m'appelle et me dit, si je ne reste pas ouverte, je suis morte. C'est-à-dire que, comme la plupart des librairies, et bien sûr des petits commerces en général, ils sont sortis exsangues du premier confinement. Et là, avec les loyers, avec les frais généraux, sachant qu'en plus, elle ne s'est jamais rémunérée elle-même et son compagnon qui tiennent la librairie, parce que, voilà, c'est une passion, elle est originaire du Liban. Et comme elle le dit, pendant la guerre, les livres lui ont sauvé de la peur, lui ont enlevé la peur des bombes. Quelque chose est plus fort que le danger extérieur, c'est ce lien avec un être humain à travers le papier. Quoi. Elle doit tout au livre, donc elle l'a prouvé. Alors voilà, elle a décidé donc de rester ouverte. Ensuite, il y a eu la menace d'amende. Oui, parce que vous avez dit le click and collect, c'est 10% du chiffre d'affaires. Elle s'en sortait pas. Et en plus, la pression des lecteurs dit, mais restez ouvert, on veut... Voilà, c'est notre maison aussi, la librairie. Mais elle a été... Donc vous aviez proposé de payer les amendes, mais elle a été obligée quand même, elle a été contrainte de fermer. Oui, alors malgré le soutien formidable du maire de Cannes, David Lisnard, non seulement qui s'est engagé publiquement dans ce qu'il appelle une transgression légitime face à un décret absurde, et il est venu physiquement acheter ses livres dans la librairie, donc il a doublement transgressé, et merci et honneur à lui. Et la police municipale donc n'est pas intervenue, mais la police nationale est venue. Une première fois en faisant constater l'infraction à la prohibition littéraire dans laquelle elle se trouvait. Et je précise quand même que les policiers disaient on est désolé de faire ça, on est obligé d'obéir aux ordres. Et puis une deuxième fois ils sont venus, et ensuite troisième fois c'est la menace de fermeture administrative et garde à vue et tout ça en plus des amendes. Alors quand il était question d'amende, vu la situation financière dans laquelle elle est, mais je dis c'était un élan du cœur. Je paierai l'amende. Je suis le parrain, voilà. Et vous avez été suivi d'ailleurs. Oui, Alexandre Jardin, quand je dis ça, il me dit c'est formidable. Et il a appelé plein de gens. Et aujourd'hui, nous ont rejoint Amélie Nothomb, François Decloset, Daniel Picouli, et le réseau, et les libraires, Olivier Gisbert, etc. Et les libraires eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils ferment là Alors, il y a parce qu'il y en a certains qui font du click and collect. Il y a plusieurs, bien sûr, la majorité. Ça marche ou pas? Il y a des c'est 10-12% du chiffre d'affaires, pas plus. Et puis c'est pas comme ça. Surtout
surtout au moment de Noël qu'on achète un livre. Les livres pour enfants, par exemple. Et alors, il s'est passé cette chose terrible, c'est que lorsque les libraires ont protesté au début en disant oui, mais nous, on n'a pas le droit de vendre nos livres, et les grandes surfaces, la Fnac, oui. Le gouvernement, au lieu de faire marche arrière, il n'y a rien d'infamant. Peut-être que c'est un bureaucrate qui s'est planté en cochant les cases commerce essentiel ou non essentiel. Bon, on peut revenir en arrière. Eh ben non, ils ont décidé de fermer les rayons livres des grandes surfaces, de les bâcher ou de mettre des rubans plastiques comme sur les scènes du crime. J'ai assisté à une scène terrible en faisant mes courses dans une grande surface. Le rayon livre, comme ça, interdit par les barrières. Un petit garçon qui s'approche spontanément pour toucher les livres, et sa mère le retient, dit non, touche pas, c'est interdit. Vous vous rendez compte le signal qu'on envoie? Donc, les librairies qui font de la résistance, il y en a. Il y a celle qui a pris, ça a été très médiatisé à Cannes, mais aussi la librairie Chan à Montparnasse aussi, Yannick Poirier, et puis il y en a plein d'autres. Et il y a les libraires qui font du click and collect et qui maintenant sont eux aussi en but à des descentes de police. Alors ça, c'est arrivé hier à Bagnolet, la librairie de Beau Lendemain. Et qui fait le click and collect avec la table qui ferme l'entrée. Et puis, les gens qui ont commandé, qui viennent, descente de police, une brigade qui arrive en disant votre table c'est pas conforme, elle ne ferme pas l'entrée suffisamment. Elle dit oui, mais il pleut, il faut quand même que les gens soient un peu sous l'auvent, on veut pas le savoir. Oui, mais si je colle contre la vitrine, je ne peux plus accéder aux vitrines, je peux pas bouger. On veut pas le savoir, ne le prenez pas sur ce ton-là, vous êtes en infraction, amende. De l'hystérie. Et en disant de toute façon, et puis attention, on vous a à l'œil. La police a rien de mieux à faire dans le 9-3. Les dealers, les islamistes se régalent pendant ce temps-là. On fasse des descentes de police dans les librairies. 2 jours avant, c'était au Lila, la librairie Folie d'encre, qui a été verbalisée de la même manière, et l'amende a été annulée avec les excuses de la hiérarchie policière. Il faut savoir que lorsque l'arbitraire, c'est là, prend le pouvoir, les excès de zèle, ça arrive tout le temps. On attend d'exemples dans l'histoire de ça. Il faut calmer le jeu. Il est urgent que le gouvernement reconnaisse que oui, la vente de livres, c'est une activité essentielle. Mais il y a aussi d'autres commerces qui pourraient rouvrir. C'était tout le débat que l'on avait tout à l'heure. Bien sûr. Je suis, quand je dis évidemment, solidaire de tous les petits commerçants. Les livres nous touchent particulièrement, nous auteurs, et puis l'association des libraires qui vont mourir. Et un libraire indépendant qui meurt, ce sont les auteurs débutants, les auteurs difficiles, ça, c'est pas les auteurs comme moi. Oui, je suis vendu sur les plateformes, mais moi je pense aux autres. On ne vend que ce qui marche sur les plateformes. Et puis le conseil, le lien social de la librairie, c'est indispensable. Vos appels 0826 300 300, on revient dans un instant avec vous et ce livre L'inconnu du 17 mars, Didier Van Kovlart chez Albin Michel. À tout de suite, il est 8h28. J'ai Cécile de Ménibus. Il est 9h31, Didier Van Kovlart est avec nous pour ce livre L'inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. Je vais revenir sur le livre d'avant. Vous parliez de bienveillance et vous avez dit seule la réponse finalement à la haine, à la crise morale, c'est la bienveillance. C'est ce que vous demandez à Emmanuel Macron? Oui, et il a fait par ailleurs preuve de bienveillance, ça a été un des thèmes majeurs de sa campagne. Dans la bienveillance, c'est pas une attitude de bisounours, c'est une arme. C'est un acte fort. Oui, c'est une arme absolue, pour reprendre le titre de mon livre, parce que c'est celle qui désarme les autres. Si vous ne répondez pas à la haine par la haine, si vous n'essayez pas de comprendre votre ennemi, de le surprendre, de le désarçonner, vous ne remportez pas de victoire. Et là, cette crispation sur l'arbitraire, les erreurs commises et sur lesquelles on ne revient pas, le fait de vouloir donner l'impression qu'on sait, qu'on a une référence alors qu'on ne sait pas, c'est terriblement préjudiciable, non seulement pour l'état psychologique des Français, mais aussi pour la crédibilité du gouvernement. À l'étranger, on est regardé comme des martiens. La BBC, la chaîne allemande ZDF m'ont appelé pour les interviews. Tiens, vous êtes fous en France de fermer les librairies. Alors, il y a des commerces qui sont fermés aussi dans quelques pays. Non, je parle des librairies, du symbole culturel. Nous, pour eux, on est quand même en Europe, le pays de Voltaire, d'Hugo et tout ça. Donc, c'est Est-ce qu'on est gouverné par les médecins finalement? Oui, ce que dit le docteur
Louis Fouché, ce commando de blouse blanche, et c'est un médecin qui parle, qui a investi le pouvoir, parce que le gouvernement s'est défaussé derrière des scientifiques. Mais qui sont ces gens, ces scientifiques? D'abord, leurs conflits d'intérêts sont connus. La grande majorité d'entre eux touchent de l'argent des labos, et il ne faut pas s'étonner qu'ils se soient dressés contre l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, qui évidemment... En même temps, on peut comprendre qu'il y avait comme il y a une part d'inconnu avec ce virus, ils prennent des décisions de médecins où, bon, écoutez, on va prendre des précautions, quoi, non? Mais le principe de précaution va trop loin. En l'occurrence, non, vous avez un traitement qui marche et tout à coup, ce traitement est ça n'a pas été totalement prouvé. Il ne marche pas sur tout le monde, Didier. Bien sûr que si, ça marche au premier stade. Ça fait baisser la charge virale. Oui, c'est ça. Mais on ne l'a autorisé qu'au dernier stade, chez les mourants, quand il n'y a plus de virus. Évidemment, ça ne marche pas. C'était pour prouver que ça ne marche pas. Donc là, on marche quand même sur la tête. Pour le professeur Raoult. Bien le dossier, j'ai plein d'amis qui ont été sauvés par lui. Donc là, je ne suis pas impartial sur ce dossier, mais je connais ce dossier. Et je sais pourquoi on a voulu, simplement parce que personne n'a intérêt à ce que la chloroquine marche. Ça coûte 8 €. C'est dans le domaine public. Les essais ont reproché à Raoult de ne pas avoir fait d'essais avec placebo. Il lui a dit, moi, le serment d'Hippocrate m'oblige à soigner, pas à donner des placebos. Dans l'urgence, puisqu'on est en guerre, paraît-il, il faut faire une médecine de guerre, il faut soigner tout le monde. Et tous ceux qui l'ont reçu au début, ça a marché. Donc, aucun laboratoire ne voulait faire d'études dessus, puisque personne n'a intérêt à promouvoir ce vieux médicament qui rapporte rien à personne. C'était le devoir de l'État de faire cette étude randomisée, de la faire, de la financer, c'est sur les pouvoirs publics. Ils l'ont pas fait, bon, voilà. Mais si vous voulez, tout ça, ça fait beaucoup. Et le droit à la culture, comme le droit aux soins, c'est quand même une liberté fondamentale. Et quand les chaînes étrangères me demandent de parler, ils me disent, mais votre gouvernement est fou d'interdire les livres et tout ça. Mais je dis, non, alors moi je prends la défense du gouvernement, je dis, mais non, ils vont revenir sur cette... Non, et la chaîne allemande ZDF m'a dit hier, mais alors cette révolution imminente que tout le monde vous prédit, vous pensez que le départ de feu, ça va être la culture? Je leur dis, mais non, le gouvernement va reconnaître, si jamais il y a un prochain reconfinement, cette fois, ce sera les livres seront considérés comme un produit essentiel. Donc j'espère que le gouvernement va tenir mes promesses que je fais aux pays étrangers. Didier Van Covert, est-ce que c'est justement ces errements qui expliquent finalement que beaucoup croient à la fameuse théorie du complot, les conspirationnistes? Alors, écoutez, est-ce que ça alimente ce qui est terrible sur ce dossier, non, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est la censure. Jamais on a eu, depuis l'occupation nazie, une telle censure en France. Et évidemment, ça alimente le complotisme. Si on censure le film Hold Up, par exemple, si les plateformes le censurent, les gens disent « Ah, ben c'est parce que c'est vrai, c'est parce que tout ce qui est dit, et dedans, il y a des choses qui sont contestables, il y a aussi des choses factuelles. » Oui, il y a des choses factuelles dans la première partie. La deuxième partie, après, bon... et puis les interprétations. Mais en même temps, c'est le droit, c'est la liberté d'expression. Et n'oublions pas cette merveilleuse formule, je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer. Donc c'est ça la France, comprenez. Est-ce que vous demandez officiellement à Emmanuel Macron de vous recevoir ? Si ça peut servir à quelque chose, mais déjà qu'il lise ma lettre s'il l'a pas lu, puis surtout qu'il fasse quelque chose. Et puis, dans mon roman, c'est un sans-abri qui est le narrateur qui raconte ce qui se passe au moment du confinement. Ce sans-abri, évidemment, quand je l'écris, tout ça n'était pas encore d'actualité. Je l'écris pendant le premier confinement. Mais ce sans-abri, qu'est-ce qu'il maintient en vie? C'est un ancien prof qui a été cassé par une sanction disciplinaire parce qu'il a répondu à une provocation islamiste, tout ça, par une baffe. Et alors c'est tombé sur lui et il a tellement mal pris cette injustice que il a démissionné, dégringolade sociale, etc. Et bien ce gars, il est sur sa grille d'aération de métro et il est nourri par le restaurateur d'à côté qui lui apporte ses restants de plats, par le caviste qui lui ramène les grands crus bouchonnés qu'a rapporté la clientèle et par le libraire qui lui ramène un livre par jour. Voilà. Bon, il n'y a que les cavistes dans ceux que j'ai cités là qui sont encore ouverts. Mais vous êtes un peu voyant, non? Parce que c'est une prédiction, en fait. Je sais pas, mais le premier confinement, c'est... Vous l'avez écrit au mois de mars. Ouais, mais si vous voulez... Bon, moi, j'adore le vin. Quand je vois un caviste ouvert à côté d'une librairie fermée, j'ai mal. Mais j'ai scrupule à le dire parce que j'ai peur qu'on ferme les cavistes. Vous voyez comment ça s'est passé pour les livres dans les grandes surfaces. 0826 300 300. Jacqueline est là. Jacqueline, bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour.
Je voulais faire écho à ce que vient de dire Didier Vancouver concernant la bienveillance. Oui. Je me demande si, en définitive, le gouvernement ne nous considère pas comme des ennemis qu'il faut désarçonner par la bienveillance. Attendez, on n'a pas très bien compris. Parlez bien dans le téléphone. Pardon, nous considère comme des ennemis, c'est ça que vous dites? Voilà, et qu'ils veulent nous désarçonner par la bienveillance. Donc on nous surprotège, on ferme les librairies pour qu'on ne se contamine pas, on voudrait protéger les personnes âgées dont je fais partie pour que je ne meure pas trop vite. Je dois dire que là j'ai déjà averti ma famille que il ne fallait surtout pas qu'ils se sentent coupables s'il m'arrivait quelque chose parce que j'avais l'âge de mourir, que j'ai la chance d'être en bonne santé, mais que voilà, je veux vivre. Alors on entend, comme on n'entend pas très bien, on va prendre la réponse. En fait, reste avec nous, Jacqueline, de Didier Vancouver, sur cette façon de désarçonner un peu. qu'on est traité comme des ennemis, comme des gens dangereux. On est dangereux pour les autres, si on est porteur sain ou non, les autres sont dangereux pour nous. Vous vous rendez compte, c'est double responsabilité. Et puis on est considéré comme des enfants, on est infantilisé, Mais oui, il faut répondre par la bienveillance. Et ça, je vais le faire devant vous, si vous me permettez de lire un extrait de livre, et je vous dirai après de qui c'est. Rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même, la poursuite du projet que l'on se fixe, la réalisation de son talent, quel qu'il soit. Et plus loin, j'ai passé mon enfance dans les livres. La littérature, la philosophie et les grands auteurs étaient plus que tout. Ouais. Bon. Alors, quiz, qui a écrit cela? Pour moi, c'est Emmanuel Macron. Non. Bravo. Voilà. Emmanuel Macron, dans son ouvrage Révolution. Révolution, non, mais parce que j'avais lu. Donc voilà, ça s'appelle un retour sur la bienveillance, si vous voulez. Il y a énormément de bienveillance dans ce texte-là. J'aimerais que le président, malgré évidemment tous les soucis, les responsabilités qu'il a, se souvienne de qui il est, d'où, quel est son moteur intime, quelle est son empathie avec les gens. Peut-être Brigitte Macron aussi, en tant que professeur, de dire l'importance de la culture. Alors après, je ne vais pas me mêler. Je suis pour la paix des ménages, je ne vais pas intervenir. Bon, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est de ce message-là dont on a besoin aujourd'hui. Nous sommes en guerre, le Conseil de défense, le couvre-feu, toute cette terminologie guerrière, ça sert à quoi? Ça sert à protéger les décideurs qui, du coup, se retrouvent dans une loi d'exception qui fait qu'on ne peut pas les poursuivre. C'est pas ça qui est efficace. C'est pas ça qui va gonfler le moral des troupes. Donc revenons à autre chose. Le respect, rien n'est plus précieux que la libre disposition de soi-même. Tous ces confinements, ces autorisations qu'on s'accorde à soi-même, de sortir, tout ça, psychologiquement, alors que évidemment, on est face à une pandémie, on est face à quelque chose. Mais la seule chose qui justifie le confinement, c'est la saturation des hôpitaux. La saturation des hôpitaux, c'est pas notre faute à nous. Pas la faute des malades. C'est la faute de cette politique depuis des dizaines d'années qui veut rendre l'hôpital rentable, faire une espèce de privatisation du jour où on a remplacé les médecins à la tête des hôpitaux par des administratifs à qui on a demandé de faire du profit. Voilà, donc. Et c'est vrai que c'était quand même assez choquant que rien n'ait été fait malgré les promesses depuis le mois de mars sur le nombre de lits, sur le nombre... Sachant que Didier Vancouver, probablement on peut comprendre ce qui s'est passé au mois de mars parce que tout le monde était saisi, en fait, d'effroi un petit peu. Mais depuis, évidemment, les choses ont un peu changé et il y a notamment, on avait une épidémiologiste qui nous disait ce matin, ça ne sert à rien en fait de faire du confinement en tant que tel. Si, ça va limiter un peu, mais si on ne fait pas du dépistage, du test et puis ensuite qu'on isole en fait les gens et qu'on fasse des tests à l'échelle du pays. Elle dit que c'est jouable. Visiblement. Mais pas n'importe quel test, et en informant les gens. Tous les médecins vous disent que les tests PCR, il n'y a pas de communication des labos sur le taux d'amplification. Et en fait, il est en France, semble-t-il, à 50. L'OMS préconise pas plus de 30. Parce que c'est tellement amplifié que même les traces de virus morts, si vous avez eu la grippe l'an dernier, vous serez positif, même si vous n'avez pas le Covid. Donc ça crée une situation ubuesque. Vous savez, le seul détecteur qui est fiable à 100%, ce sont les chiens.
C'est-à-dire les chiens détecteurs de Covid. Absolument. Ah oui, c'est vrai, on avait fait l'interview d'un cette histoire merveilleuse. Chien. Oui, je ne sais pas si vous avez eu CD. Oui, bien sûr, on l'a eu. Le plombier de Melun, une histoire merveilleuse. Moi, j'aime. Bon, je suis à la fois lucide. Il a aidé les Anglais. Mais voilà, la capacité d'émerveillement, c'est la seule chose qui peut nous sortir en toute lucidité. Et là, pendant le confinement, je tombe sur cette nouvelle comme vous. Un Eurostar est affrété pour un plombier de Melun avec son chien. Et c'est une fondation anglaise, un laboratoire qui a fait venir ce chien. Déjà, ce chien dressé à détecter les fuites de gaz, ce qui faisait gagner à son maître énormément de temps. Et il faut savoir qu'on a la molécule du Covid. Et le chien la renifle et après, il la reconnaît. Comme les chiens détectent, sont le plus efficaces pour les cancers. Alors, il y a beaucoup de chiens qui sont entraînés aujourd'hui. Ils sont en train de... Après, je ne sais pas si on peut le multiplier à l'échelle en fait, d'un pays de 67 millions. Mais il n'y a qu'à faire ça. Moi, je m'occupe beaucoup de salivaires de chiens qui fonctionnent à 85%. Mais vous savez, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, ça. Surtout dans la rue. Bah bien sûr. C'est important. Et puis l'armée, j'ai des amis, une amie médecin colonel à qui j'ai dit ça, et l'armée entraîne des chiens pour ça. Le problème aujourd'hui de notre ami plombier, c'est que tout le monde entier l'a appelé pour lui acheter sa méthode de dressage, pour le faire venir. Lui, il a dit, je veux rester à Melun, mais je veux telle condition, je veux du personnel, c'est l'insertion qui m'intéresse, je dois tout à cette ville, donc je veux... Alors je sais pas où ça en est aujourd'hui, bonne question, faut que je le... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Didier Van Kovelaert ? Ça veut dire qu'on a plein d'outils et qu'on les utilise pas. On a plein d'outils et on a plein de belles histoires à raconter. Moi, le début de mon engagement pour cette librairie, c'est une belle histoire. Ce chien-là, cette solution offerte, c'est une belle histoire. C'est du lien social. C'est quand même plus agréable de se faire renifler par un chien qui fait ça comme un jeu que de se faire fourrer des trucs dans le nez. Mais il y a les tests salivaires, ce que je disais, visiblement, ils fonctionnent quand même à plus de 80-90%. Donc, et c'est simple, et c'est pas cher. En tout cas, on a des appels au standard. Jean-Louis, parce qu'il nous reste quelques minutes. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Oui. Écoutez, au sujet des librairies, moi je pense qu'il faudrait bien sûr les rouvrir, mais avec des gestes barrières stricts, quoi. C'est ce qui est le cas, monsieur, ce qui est le cas. Oui, mais donc avec bon, si c'est le cas, à ce moment-là, faut les ouvrir, qu'il n'y ait pas trop de monde qui rentre à la fois, que les gens se mettent du gel sur les mains et qu'ils aient le masque. Et après, je trouve qu'il n'y a pas de Absolument, c'est le cas dans toutes les librairies ouvertes, oui. Et même pour illustrer votre propos, monsieur, l'autre jour à la librairie autour d'un livre à Cannes, 4 personnes ont voulu entrer. La libraire nous dit non, il y a déjà 4 personnes dedans. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser entrer. Et là, ils ont sorti le brassard police. Ils ont dit non, on vient pas pour les livres, on vient pour vider la librairie. Donc, elle, évidemment, elle respecte les gestes barrières. Elle empêche qu'il y ait trop de monde à la fois. Tout est désinfecté, tout est voilà. Mais Jean-Louis, vous êtes dans un village en Haute-Garonne. Vous avez la préoccupation des librairies, mais pas que ça, quoi. Aussi, c'est de l'ensemble des commerces, quoi, j'imagine. Ah bah oui, nous, si vous voulez, donc pour les choses importantes, il faut aller à Toulouse, qui est quand même une trentaine de kilomètres, quoi. Donc il faut remplir une attestation à chaque fois. J'ai mon épouse en ce moment qui est un peu blessée à la cheville, donc il faut l'emmener chez le kiné, il faut aller la chercher. J'ai ma belle-mère qui en EHPAD, il faut emmener le linge propre, aller récupérer le linge sale, il faut aller lui rendre visite, il faut faire les courses. Enfin, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc il faut heureusement qu'on peut faire l'attestation sur le portable, parce que sinon, si à chaque fois c'est sur papier, on peut acheter des cartouches et une rame de papier. C'est pas bon pour la planète, ça. Non, effectivement, c'est pas très bon pour la planète. Non. Et encore faut-il avoir, parce que vous avez de la chance d'avoir du réseau, mais il y a des gens, Jean-Paul Penrat nous le disait tout à l'heure, qui n'ont pas toujours du réseau aussi. Bon, alors là, ils les remplissent avec le papier, quoi. Oui, nous encore ça va, on n'est pas trop sinistrés pour ça, donc ça, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est assez fastidieux. Enfin bon, si vous voulez, c'est des petits problèmes par rapport à effectivement tous ces commerçants qui vont mourir. Moi en plus, je suis retraité de la fonction publique, donc moi je touche ma pension tous les mois, si vous voulez. Donc je comprends la misère de ces gens qui ont investi dans des commerces et puis qui vont mourir, qui vont faire faillite, quoi. Donc c'est en cascade, bien sûr, parce que c'est pas que les commerces, c'est en cascade sur toute une vie économique qui est autour. Les restaurateurs, bien sûr. Les bistrotiers, enfin tous ces gens, quoi, qui ont mis leur vie là-dedans, et puis alors bon, je pense qu'effectivement avec des mesures sérieuses, on peut quand même ouvrir un certain nombre de ces commerces, quoi.
Ouais. Merci Jean-Louis. Didier Van Covelart pour terminer. Merci. Vous avez quand même espoir donc qu'il y ait une réouverture la semaine prochaine, là, comme on le disait. Nous espérons tous. Les ministères concernés sont avec nous. Voilà, il faut qu'au sommet de l'État, le président et le Premier ministre valide cette demande légitime et surtout reconnaît ce statut de commerce essentiel. Et puis, un petit mot sur le monde rural. Un restaurant, un bistrot qui ferme dans un village, c'est le cœur qui meurt. Et je suis proche de beaucoup de maires de la ruralité et c'est une catastrophe. Ils savent très bien que ça ne pourra pas rouvrir. Mais même dans les quartiers, dans le monde rural, mais aussi dans les quartiers, dans les villes, c'est la même chose. Mais voilà, tous ces gens qui se sont sacrifiés. Et alors quand on leur dit on va vous aider, mais ce sont des prêts. Et les prêts, c'est à rembourser. En plus, ils ont déjà un interne endettement, donc c'est pas possible. Les aides promises, notamment dans la librairie, ne sont pas arrivées encore. Est-ce que derrière aussi tout ça et cette épidémie, il y a eu la peur de la mort? On l'avait parfois un petit peu oublié dans notre société, qu'on était mortel. Vous n'avez jamais oublié puisque vous avez écrit beaucoup autour de ça. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a redécouvert en fait quelque chose, que l'humain évidemment était mortel, quoi? Mais oui, mais où est le problème? Non, mais je dis pas que c'est le problème. Sans la mort, il n'y a pas de vie. C'est ce qui a créé un peu l'angoisse, peut-être. Transhumanisme épouvantable qui veut justement, il faut vivre le plus longtemps et justement faire un être humain augmenté. C'est quoi un être humain augmenté? C'est quelqu'un qui est augmenté par le cœur, par l'esprit, par la spiritualité, par le rayonnement. Et pas par les machines qui vont prolonger sa durée de vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, mais on préfère mourir de mort naturelle plutôt que de maladie. Et puis surtout, quand on regarde les chiffres de l'INSEE sur la mortalité, on est quasiment à la fin de l'année. C'est très facile de faire la projection sur le mois qui reste. On est exactement dans les chiffres de mortalité de l'année dernière et de l'année d'avant. Et on est inférieur à 2017, où la grippe a été très forte, très méchante. Donc, comment voulez-vous justifier auprès de tous les Français aujourd'hui en faillite, en misère, en détresse, au bord du suicide, qu'on a fait tout ça, toute cette urgence sanitaire, pour finalement le même nombre de morts? Il y a juste eu un transfert. Je veux dire, les chiffres Covid, tous les médecins, les infirmières, ça revient de tous les côtés qui disent on nous a obligés à faire du mort Covid. Quelqu'un qui meurt d'un cancer et qui a eu le Covid meurt avec le Covid. Non, il faut qu'il meure du Covid. C'est des statistiques, comme s'il fallait justifier les mesures prises par ces chiffres. Donc là, on va vraiment avoir besoin de bienveillance, même pour protéger le gouvernement contre une réaction simplement de lucidité, lorsque tout le monde va comprendre, va mettre en parallèle la destruction psychologique, sociale, financière du pays et l'ennemi en face, le virus, le nombre de morts qu'il a fait. Vous savez que l'augmentation du nombre de suicides, elle est vertigineuse. C'est ça. Et à l'arrivée, la peur aura sans doute, la peur et le désespoir auront fait plus de victimes que justement. En tout cas, le dernier on va en parler du soutien psychologique dans un instant de avec notre invité. De couverture, c'est le mot espoir. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être un livre engageant. Oui, et puis peut-être que ça va toujours essayer de trouver un sens dans l'épreuve. Peut-être fallait-il que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. C'est un peu le message du livre. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas s'enferrer dans ce concept de fermeture protectrice. Non, la protection, c'est ailleurs qu'elle doit se situer maintenant. Merci Didier Van Covelart d'être venu ce matin sur Sud Radio. L'inconnu du 17 mars aux éditions Albert Michel, bien sûr à retrouver en clic une collecte. À tout à l'heure, il est 9h51. Le Grand Matin Sud Radio, 7h.